Chapitre 41. Je voudrais que cette histoire soit différente. Je voudrais qu'elle soit plus civilisée. Je voudrais qu'elle me montre sous un meilleur jour, sinon plus heureuse, au moins plus active, moins hésitante, moins distraite par des futilités. Je voudrais qu'elle ait plus de forme. Je voudrais qu'elle parle d'amour ou d'illumination soudaine importante pour ma vie, ou même de coucher de soleil, d'oiseaux, d'ouragans ou de neige. Peut-être en parle-t-elle dans un sens, mais entre-temps, il y a tant de choses qui l'encombrent, tant de chuchotements, tant de spéculations à propos des autres, tant de potins qui ne peuvent être vérifiés, tant de paroles non dites, tant de mouvements furtifs et de secrets. Il y a tellement de temps à endurer. Un temps lourd comme des aliments frits ou un brouillard épais. Et puis tout à coup, ces événements rouges, comme des explosions, dans les rues par ailleurs dignes, matronales et somnambuliques. Je regrette qu'il y ait tant de souffrance dans cette histoire. Je regrette qu'elle soit en fragments, comme un corps pris sous un feu croisé ou écartelé de force. Mais je ne peux rien faire pour la changer. J'ai essayé d'y mettre aussi certaines des bonnes choses, des fleurs par exemple, car où serions-nous sans elles? Pourtant ça me fait mal de la raconter, de la ressasser. Une fois suffisait. Est-ce qu'une fois ne suffisait pas dans le temps? Mais je continue à dévider cette histoire triste, affamée et sordide, cette histoire boiteuse et mutilée, parce que, après tout, je veux que vous l'entendiez. Comme j'écouterai la vôtre si jamais j'en ai l'occasion. Si je vous rencontre ou si vous vous sauvez, dans l'avenir ou au paradis ou en prison ou dans la clandestinité, ailleurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne sont pas là. Du seul fait que vous racontez quelque chose, du moins je crois en vous, je crois que vous êtes là, ma croyance vous fait exister. Parce que je vous raconte cette histoire, je vous donne vie. Je raconte, donc vous êtes. Alors je vais continuer. Alors je m'impose de continuer. J'en arrive à un passage qui ne va pas du tout vous plaire parce que là, je ne me suis pas bien comportée. Mais j'essaierai cependant de ne rien omettre. Après tout ce que vous avez subi, vous avez droit à tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas grand-chose, mais qui contient la vérité. Voici donc l'histoire. Je suis retournée voir Nick, encore et encore, de ma propre initiative, à l'insu de Serena. Je n'étais pas appelée, je n'avais aucune excuse. Je ne le faisais pas pour lui, mais entièrement pour moi. Je ne le considérais même pas comme me donner à lui, car qu'avais-je à donner? Je ne me sentais pas généreuse, mais reconnaissante, chaque fois qu'il me laissait entrer. Il n'y était pas obligé. Pour pouvoir faire cela, je suis devenue téméraire. J'ai pris des risques idiots. En sortant de chez le commandant, je montais comme d'habitude, mais ensuite je longeais le couloir, descendais l'escalier des Martha, traversais la cuisine. Chaque fois que j'entendais le claquement de la porte de la cuisine qui se fermait derrière moi, je faisais presque demi-tour, parce que c'est un bruit tellement mécanique, comme un piège à souris ou une arme à feu. Mais je ne rebroussais pas chemin. Je traversais en hâte les quelques mètres de pelouse illuminée. Les projecteurs fonctionnaient de nouveau, en m'attendant à tout moment à me sentir criblée de balles, avant même d'en avoir entendu le bruit. Je montais à tâtons l'escalier obscur et venais m'appuyer contre sa porte, les oreilles bourdonnantes de sang. La peur est un stimulant puissant. Puis je frappais doucement. Un coup de mendiant. À chaque fois, je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il ne pouvait pas entrer. Que je ne pouvais pas entrer. Il aurait pu dire qu'il ne voulait plus enfreindre les règles, se mettre la corde au cou pour me faire plaisir, ou pire encore, que cela ne lui disait plus rien. Je ressentais comme une grâce et une chance incroyable qu'il ne fasse rien de tout cela. Je vous ai dit que ce n'était pas beau. Mais voici comment ça se passe. Il ouvre la porte, il est en manche de chemise, sa chemise n'est pas rentrée dans son pantalon, elle flotte. Il tient une brosse à dents ou une cigarette ou un verre avec quelque chose dedans. Il a ici sa propre petite planque, des produits de marché noir, j'imagine. Il a toujours quelque chose à la main, comme s'il était avaqué à ses affaires comme d'habitude, sans m'espérer, sans m'attendre. Peut-être n'espère-t-il ou n'attend-il pas que je vienne. Peut-être n'a-t-il aucune notion de l'avenir, ne se donne pas la peine ou n'ose pas se l'imaginer. Je demande est-ce qu'il est trop tard? Il secoue la tête pour signifier que non. Il est maintenant entendu entre nous qu'il n'est jamais trop tard, mais je sacrifie à la politesse rituelle de poser la question. Cela me donne un plus grand sentiment de maîtrise, comme s'il y avait un choix, une décision susceptible d'être prise dans un sens ou dans un autre. Il s'écarte, je passe devant lui, et il ferme la porte. Puis il traverse la pièce et ferme la fenêtre. Ensuite, il éteint la lumière. Il n'y a plus beaucoup de paroles entre nous à ce stade. Je suis déjà à moitié sortie de mes vêtements. Nous réservons la conversation pour plus tard.
Avec le commandant, je ferme les yeux, même quand je ne fais que l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Je ne veux pas le voir de trop près. Mais maintenant, ici, chaque fois, je garde les yeux ouverts. Je voudrais qu'une lumière brûle quelque part, une bougie, peut-être fichée dans une bouteille, une espèce d'écho de l'université. Mais même cela constituerait un trop grand risque. Il faut donc que je me contente du projecteur, de sa lueur envoyée sur le terrain d'en dessous, filtrée à travers les rideaux blancs, qui sont pareils aux miens. Je veux voir tout ce qui peut être vu de lui, l'absorber, l'apprendre par cœur, le conserver pour pouvoir vivre de son image plus tard. Les lignes de son corps, la texture de sa chair, le miroitement de la sueur sur sa toison, son long visage sardonique, impénétrable. J'aurais dû faire cela avec Luc, accorder plus d'attention aux détails, aux verrues, aux cicatrices, aux plis caractéristiques. Je ne l'ai pas fait et il s'estompe, jour après jour, nuit après nuit. Il recule et je deviens un peu plus infidèle. Pour celui-ci, je porterais des plumes roses, des étoiles pourpres, si tel était son désir, ou n'importe quoi d'autre, même avec une queue de lapin. Mais il ne me demande pas de tels colifichets. Nous faisons l'amour à chaque fois comme si nous savions, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y aurait plus de prochaine fois. Ni pour l'un ni pour l'autre avec personne, plus jamais. Et quand cette autre fois arrive, celle-là aussi est toujours une surprise, un extra, un cadeau. Être ici avec lui, c'est la sécurité. C'est une grotte où nous nous blottissons ensemble, tandis que l'orage gronde dehors. C'est une illusion, bien sûr. Cette chambre est l'un des endroits les plus dangereux où je puisse me trouver. Si j'étais prise, il n'y aurait pas de quartier, mais cela ne m'inquiète plus. Et comment suis-je venue à faire aussi confiance ce qui en soi est téméraire? Comment puis-je présumer le connaître, savoir quoi que ce soit de lui, de ce qu'il fait vraiment? J'écarte ces murmures gênants, je parle trop. Je lui raconte des choses que je devrais taire. Je lui parle de Moira, de Deglen, mais pas de Luc. J'ai envie de lui parler de l'occupante de ma chambre, la femme qui y vivait avant moi, mais je ne le fais pas. Je suis jalouse d'elle. Si elle a été aussi avant moi dans ce lit, je ne veux pas le savoir. Je lui dis mon vrai nom, et j'ai dès lors le sentiment d'être connue. J'agis comme une crétine, je devrais être plus avertie. Je fais de lui une idole, une image découpée dans du carton. Lui, de son côté, parle peu. Plus d'échappatoire ni de plaisanterie. C'est à peine s'il pose des questions. Il semble indifférent presque à tout ce que j'ai à dire, soucieux uniquement des possibilités de mon corps, quoiqu'il m'observe tandis que je parle. Il observe mon visage. Impossible de croire que quelqu'un pour qui j'éprouve une telle reconnaissance pourrait me trahir. Aucun de nous ne prononce le mot amour, pas une seule fois. Ce serait défier le sort, ce serait romanesque, ça porterait malchance. Aujourd'hui, il y a d'autres fleurs, plus sèches, plus définies, les fleurs du plein été, marguerites, soucis, qui nous engagent sur la longue pente descendante qui mène à l'automne. Je les vois dans le jardin quand je me promène avec Deglen, de long en large. Je l'écoute à peine, je ne lui accorde plus crédit. Les choses qu'elle me chuchote me semblent irréelles. À quoi peuvent-elles me servir à présent? Tu pourrais entrer dans sa chambre la nuit, dit-elle. Fouille dans son bureau. Il doit y avoir des papiers, des notes. Je murmure, la porte est fermée à clé. Nous pourrions obtenir une clé. Tu n'as pas envie de savoir qui il est, ce qu'il fait? Mais le commandant ne présente plus d'intérêt immédiat à mes yeux. Devant lui, je dois faire des efforts pour que mon indifférence ne transparaisse pas. Continue à tout faire exactement comme avant, dit Nick. Ne change rien. Autrement, ils sauront. Il m'embrasse sans me quitter des yeux. Promis? Pas de gaffe. Je pose la main sur mon ventre. Je dis « C'est arrivé. Je sens que ça y est. 1 ou 2 semaines, je serai sûre. » Je sais que je prends mon désir pour la réalité. Il t'aimera jusqu'à la mort, dit-il. Elle aussi. Mais c'est le tien. Il sera à toi, vraiment. Je le veux. Mais nous ne poursuivons pas sur ce sujet. Je dis à Deglen, je ne peux pas. Cela me fait trop peur. De toute façon, je n'y arriverai pas. Je me ferai prendre. Je ne donne guère la peine de sembler le regretter, tant je suis devenue paresseuse. Nous pourrions te faire sortir, dit-elle. Nous pourrions faire sortir les gens, si c'est vraiment nécessaire, s'ils sont en danger immédiat. Le fait est que je n'ai plus envie de partir, de fuir, de traverser la frontière qui mène à la liberté. Je veux être ici, avec Nick, où je peux le toucher.
Raconter ceci me fait honte, mais ce n'est pas tout. Même aujourd'hui, je me rends compte que cet aveu est une façon de me vanter. Il contient de la vérité parce qu'il prouve à quel point c'est intense et donc justifié de ma part, à quel point ça en valait la peine. C'est comme les histoires de maladies où on frôle la mort et dont on guérit. C'est comme les histoires de guerre. Elles sont une preuve de sérieux. Un tel sérieux envers un homme ne m'avait pas semblé possible auparavant. Certains jours, j'étais plus rationnelle. Je n'y pensais pas, à part moi, en termes d'amour. Je me disais, je me suis organisé une vie, ici, qui est ce qu'elle est. C'est probablement ce que pensaient les femmes des colons et les femmes qui avaient survécu aux guerres, quand elles avaient encore un homme. L'humanité est tellement adaptable, disait ma mère. C'est vraiment renversant de voir à quoi les gens peuvent s'habituer, pourvu qu'ils aient quelques compensations. Ce ne sera plus long maintenant, dit Cora, en me comptant ma provision mensuelle de serviettes hygiéniques. Plus long maintenant, en m'adressant à un sourire timide, mais de connivence. C'est elle ? Rita et elle savent-elles que je manigance à descendre en douce l'escalier de service le soir ? Est-ce que je me trahis à rêvasser, à sourire dans le vide, à me toucher délicatement le visage quand je crois qu'elle ne m'observe pas ? Desglaine renonce aux espoirs qu'elle plaçait en moi. Elle chuchote moins, parle davantage du temps qu'il fait. Je ne le regrette pas, je suis soulagée.